Europe, c'est le monde qui nous regarde. L'association Solidaridad. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur IHT, les RCFM, pour ce nouveau contraste réalisé en partenariat avec Corse Matin. Une croissance qui approchera les 2% cette année, une augmentation des emplois créés et un taux de chômage qui diminue même légèrement. Ces statistiques concernent l'ensemble de la France, mais pas tout à fait la Corse. Ici, malgré les réformes gouvernementales successives, les ordonnances, les politiques locales, la bonne saison touristique, les indicateurs sont toujours négatifs, même si la Corse connaît elle aussi un très léger frémissement. Alors pourquoi l'île reste une des régions les plus pauvres de France, ne parvient pas à sortir du marasme? Pourquoi les aides et les réformes, les entreprises sont encore nombreuses à disparaître, même si là encore on note une légère amélioration? Pourquoi le chômage ne cesse de croître pour atteindre les 10,2% de la population active? Pourquoi 20% de Corses vivent sous le seuil de pauvreté? À toutes ces questions, eh bien, nous les poserons à notre invité du jour, qui est un chef d'entreprise, qui est même leur représentant, Charles Zuccarelli. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence sur ce plateau. Vous êtes le président du MEDEF de Corse depuis 2015. MEDEF qui représente aujourd'hui environ 700 entreprises, 16 000 salariés. Alors face à vous, vous aurez mes deux inamovibles confrères, Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir. Bonsoir. Roger. Et Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir Patrick. Alors pour entamer notre discussion, un retour sur l'actualité de cette semaine avec cette rencontre entre les présidents de la collectivité de Corse et de l'Assemblée et le Premier ministre. Rien de marquant au plan politique. En revanche, concernant l'économie, une annonce qui sans doute n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, c'est l'éventualité d'un nouveau PUI, un plan exceptionnel d'investissement pour la Corse. J'imagine que pour le chef d'entreprise que vous êtes, c'est quelque chose qui vous paraît intéressant et possible surtout. Écoutez, le PUI, c'est quelque chose qui me paraît très intéressant, puisque ça fait 10 ans qu'on a le PUI, que le PUI a été mis en place. Il a permis quand même beaucoup d'investissements. Il a permis à la Corse de remonter son PIB, de réaméliorer les conditions salariales. Donc aujourd'hui, le PUI, nous le voyons d'un très bon œil, bien que les promesses, vous savez, on en a eu beaucoup, on a très souvent été déçus. Donc on attendra de savoir exactement les contours de ce nouveau PUI et de voir surtout le montant et sur quel type de chantier il doit être alloué pour vraiment être satisfait. Le précédent n'avait pas été d'une efficacité absolue en matière d'équipements structurants en particulier. Les choix avaient été assez contestables. Je crois qu'au niveau du montant, en tous les cas, il était assez satisfaisant puisqu'il a eu un réel impact sur l'économie. Après, les choix sont toujours discutables. On aurait pu investir autrement, d'une autre manière. Mais en tous les cas, la somme d'argent qui a pu être versée en Corse n'a pas été inutile. Lors de sa venue en Corse, vous avez rencontré Jacqueline Gouraud, la madame Corse du gouvernement. Vous êtes ressorti satisfait de cette entrevue. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous a promis? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? On parle d'expérimentation. C'est quelque chose qui vous tente? Alors, écoutez, Mme Gouraud, je crois qu'elle nous a rien promis. Par contre, ce que moi j'ai remarqué... Et vous étiez satisfait en tout cas. J'ai remarqué un changement dans la méthode. C'est-à-dire que, habituellement, les politiques, quand ils viennent, reçoivent les socioprofessionnels et les politiques, les agriculteurs, tous ensemble. Là, nous avons tous été reçus à part, pour que chacun puisse discuter de ses spécificités par rapport aux spécificités de la Corse. Elle nous a parlé de la modification de la Constitution, en tous les cas de l'article 72, pour permettre des expérimentations. Et je crois qu'aujourd'hui, la Corse a besoin d'expérimentation. Pourquoi faire économiquement, essayer de trouver de nouveaux leviers économiques et un statut fiscal par des baisses de charges, par des baisses du crédit d'impôt, etc., pour justement pouvoir expérimenter et voir si ça a un effet de levier. Une modification de la législation sur le travail aussi? Non, une modification sur le travail, non, puisque ça dépend du gouvernement. Et le gouvernement, ça l'est chargé déjà. Le gouvernement s'en est un petit peu chargé, bien qu'on aimerait que ça aille un petit peu plus loin, mais c'est un bon début. Alors on a bien compris, expérimentation sur le domaine fiscal principalement. C'est quoi? On revient à d'anciennes recettes ou vous avez sur ce plan-là des propositions à faire précisément? Et moi je pense qu'il va falloir qu'on travaille, qu'on crée un groupe de travail, et c'est ce que j'ai proposé aux autres organisations patronales, qu'on se mette autour d'une table afin de pouvoir faire des propositions avec une vision de l'économie de la Corse de 5, 10, 15 ans, pour ne pas simplement demander à ce qu'on ait un statut particulier
ou des avantages fiscaux particuliers, mais qu'on ait vraiment des objectifs avec un développement économique et démontrer les effets de levier que les nouvelles mesures pourraient avoir sur l'économie de la Corse et bien évidemment l'emploi. Alors, il y a eu déjà des mesures au plan national, en particulier l'entrée en vigueur des ordonnances qui avaient été souhaitées par le président de la République, qui ont été mises en application. Ça a déjà changé quelque chose aujourd'hui pour les entreprises en Corse ? Écoutez, je pense que ça a apporté en tout cas une évolution. Je crois qu'aujourd'hui, ce dont ont besoin les entreprises, c'est une stabilité et un climat de confiance. Aujourd'hui, le chef d'entreprise, le taux de confiance du chef d'entreprise au niveau national n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Donc c'est un début d'évolution. Je pense qu'il faut continuer à aller dans ce sens. Et pourtant, la situation, visiblement, ne s'améliore pas, en particulier du point de vue du chômage. Juste un rappel des chiffres qui sont tombés cette semaine. La Corse compte aujourd'hui 23 100 demandeurs d'emploi. C'est une augmentation de 3,9% sur un an. C'est important. Pourquoi, malgré toutes ces mesures, malgré tous ces changements, et cette volonté affichée du président de la République, pourquoi encore ces choses ne changent pas, alors qu'elles changent au plan national ? Malgré la souplesse, malgré la flexibilité que vous réclamez sans cesse. Souplesse, flexibilité, on est au début. Il faut plusieurs mesures pour pouvoir améliorer l'emploi. Je crois que si on regarde les chiffres en France, parce qu'on est obligé de regarder sur la France continentale aussi, il y a une légère amélioration. Alors la Corse, qui est toujours un petit peu, malheureusement, en retard, puisque quand il y a eu la crise, les années passées, nous, cette crise est arrivée un petit peu plus tard. Donc, j'ose espérer que nous allons avoir le même effet rebond sur le chômage et que sur l'année 2018, le chômage baissera. Et le différentiel, il est quand même assez important avec ce qu'on constate au niveau national. Il y a 2-3 points de différence. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Bien sûr. Mais aujourd'hui, si vous voulez, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez quand même en Corse 3680 offres d'emploi qui sont non pourvues. Donc aujourd'hui, il y a un problème. C'est des données que l'on retrouve partout sur le territoire. C'est des données qu'on retrouve partout sur le territoire, mais qu'on retrouve en Corse, dans tous les cas. Donc 3680 postes ça n'explique pas la différence. Sur 22 500 demandeurs d'emploi, si ces offres étaient pourvues, le chômage serait automatiquement du même ratio. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui est à faire sur la formation en amont, afin de permettre à ce que les demandeurs d'emploi puissent répondre à ces offres. On va en parler, mais le chômage en Corse, c'est une raison beaucoup plus structurelle que conjoncturelle. Alors, quelle politique nouvelle il faudra impulser, d'après vous ? Écoutez, je pense qu'il faut impulser une politique qui partira de la formation, des entreprises, faire en sorte que, au niveau de l'éducation nationale, nous puissions travailler de plus en plus afin que les gens se tournent vers l'entreprise. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un souci à ce niveau-là. L'enseignement et l'entreprise doivent travailler de concert afin de désacraliser un petit peu l'image que peut avoir l'entreprise auprès des jeunes. Les jeunes, je le rappelle, sont nos salariés de demain et sont aussi les patrons de demain et qui eux aussi pourront créer de l'emploi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec l'Université Pasquale Bauli. C'est le cas, mais de plus en plus. Et le MEDEF Corse travaille tous les jours avec l'enseignement supérieur, l'enseignement, afin de pouvoir intervenir au sein des écoles. Le MEDEF intervient d'ailleurs avec l'EPA, on parraine des mini-entreprises dans des lycées, afin que les jeunes puissent voir ce qu'est réellement le monde de l'entreprise. On le fait déjà, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là. D'ailleurs, nous organisons les Olympiades des métiers en mars, en relation avec la collectivité de Corse, pour justement montrer tous les métiers qui sont dits métiers difficiles et les autres. Parce que on a senti quand même qu'il y a vraiment une adaptabilité de l'université à la demande de l'entreprise. Est-ce qu'on la ressent également au niveau des lycées professionnels ? Est-ce que vous pensez que les filières professionnelles qui sont mises en avant dans les lycées sont adaptées au marché du travail tel qu'il apparaît en Corse ? Aujourd'hui, si vous voulez, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des discussions au niveau national sur la formation. Pour que ce soit les branches l'État veut récupérer pour le donner peut-être au MEDEF. Au MEDEF, au CPME, à l'UDP, pas qu'au MEDEF, mais au chef d'entreprise. Aux branches professionnelles, pour que le chef d'entreprise, si vous voulez, moins on aura de cet effet millefeuille, plus on sera en direct et on aura la possibilité de réagir très vite sur les cursus de formation, plus ils seront adaptés. Parce que pour mettre un cursus de formation, c'est très long. Donc l'entreprise, elle, va très vite. Si aujourd'hui je mets une formation en place et que ces gens seront formés que dans 4 ou 5 ans, l'entreprise va tellement vite que peut-être je n'aurai plus besoin de ce métier. Donc il faut pouvoir déjà avoir la qualité de pouvoir se projeter sur les 3 à 4 ans pour voir les nouveaux métiers qui vont arriver, les nouveaux besoins de l'entreprise. Qui de mieux
que le chef d'entreprise pour dire de quelle formation il aura besoin dans les années à venir. Vous estimez donc aujourd'hui que la formation professionnelle, qui est l'apanage des régions, est complètement inadaptée? Elle n'est pas inadaptée, mais elle demande à être plus adaptée au terrain. Elle n'est pas inadaptée, mais il faut continuer à travailler pour aller dans le bon sens. Et une précision sur ce pilotage-là de la formation professionnelle. Pour vous, c'est l'État et les représentants des entreprises, la région, les syndicats n'ont plus à voir dans ce qu'on a appelé le paritarisme pour le pilotage de la formation jusque-là? Écoutez, moi je pense que, c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes, plus on sera au plus près du consommateur, si je peux m'exprimer ainsi, plus on sera adapté au type de formation dont on a besoin. Plus il y aura d'intervenants, plus il y aura d'interlocuteurs et plus on aura de difficultés. Les régions ne sont pas tellement d'accord avec cette réforme envisagée par l'État, parce que l'État récupère en fait la prérogative et la responsabilité. Hein. Écoutez, la région, je comprends qu'elle ne soit pas d'accord, parce qu'elle a des crédits dessus, bien sûr, les régions sont vent debout contre cette réforme. Mais quand on est au plus près du consommateur, c'est là qu'on adapte au mieux le produit. Or, la formation, la politique mise en place depuis 2 ans par la nouvelle majorité territoriale nationaliste, est-ce qu'elle va dans le bon sens? Le réacquiste économique, c'est quoi? Écoutez, en tous les cas, je pense qu'il y a quand même quelques signes qui peuvent être positifs, puisqu'on a vu le budget de l'ADEC qui a quasi doublé, on parle de plus en plus économie, le président Gilles Séméon, il dit qu'il voudra s'appuyer de plus en plus sur le Conseil économique et social. Aujourd'hui, on n'en voit pas encore les effets leviers, mais j'ose espérer que réellement, on pourra aller dans le bon sens. Alors cette semaine, il y a eu la rentrée des tribunaux de commerce, Ajaccio et Bastia. Alors la tonalité générale est plutôt à une très très légère amélioration. Il ne faut pas être non plus d'un optimisme béat. Néanmoins, les difficultés sont quand même nombreuses. Hein. Et si les liquidations ont quand même un peu diminué, les cessations de paiement, elles, ont augmenté. Alors on connaît les données, hein. Marché restreint, marché captif, territoire qui est excentré. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des chefs d'entreprise et des entreprises elles-mêmes dans cette situation? Écoutez, d'abord, les chiffres du tribunal de commerce, vous savez, ça dépend à quoi on les compare. Hein, parce que quand on parle d'amélioration, les liquidations judiciaires, on passe de 177 à 172, ça fait simplement 5 de moins, et on compare à une année 2016 qui a été une année terrible pour l'économie. Donc déjà, à ce point-là, je pense que les chiffres, ça dépend à quoi on les compare. Si on le compare à des chiffres qui étaient bons de 2012-2013, ça continue à être des chiffres très élevés. Aujourd'hui, la responsabilité du chef d'entreprise, non, vous savez, le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui est là pour créer de l'emploi, qui se bat pour son entreprise, mais il est certain qu'aujourd'hui, quand on est dans la difficulté, on va difficilement parler aux autres. Vous savez, c'est comme quand on gagne à la bourse, quelqu'un qui gagne va en parler, celui qui perd n'en parle pas. Donc le chef d'entreprise qui est dans la difficulté, qui est le nez dans son guidon toute la journée, a des difficultés à se tourner vers d'autres. Est-ce qu'elles sont innovantes, les entreprises en Corse? Est-ce que le mode de fonctionnement n'est pas un peu archaïque encore? Alors, l'entreprise aujourd'hui, que ce soit en Corse ou au niveau national, subit une mutation. C'est-à-dire que nous sommes à l'heure du numérique, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Il y a évidemment une adaptation à faire par rapport à ce nouveau mode de communication. Il y a une adaptation à faire par rapport au nouveau mode de management. Mais vous savez, aujourd'hui, vous avez des entreprises comme très innovantes dans le numérique, comme Booker, Icar, qui sont des entreprises aujourd'hui qui peuvent avoir un rayonnement national ou international. Donc il y a réellement un vivier aujourd'hui de chefs d'entreprise en Corse très dynamique. Et comment peut-on dire nous n'avons aucune responsabilité dans la situation économique actuelle de la Corse? Mais, vous êtes les principaux acteurs. Mais nous sommes les principaux acteurs, tout à fait. Mais comment vous pouvez nous dire que nous sommes les principaux responsables? Peut-être que vous fait des erreurs de stratégie, peut-être que vous avez été dopé par la commande publique pendant des années. Vraiment, M. Vinciguer, qu'un chef d'entreprise, lorsqu'il licencie et que son entreprise va mal, il est heureux? C'est un échec. Il est heureux, il a pu commettre des erreurs. Je crois que. On parle de ça quand on parle de responsabilité. Mais quand on gère quelque chose et quand on fait quelque chose, on fait souvent et toujours des erreurs. Après, il y a les erreurs qui sont réparables et celles qui ne le sont pas. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même un problème de crise mondiale, qui n'est même pas nationale ou régionale, une crise mondiale que la Corse a pris aussi de plein fouet et qui a évidemment nous a mené à beaucoup de difficultés aussi. Vous avez eu la baisse de la commande publique dans le BTP. Qui a été énorme. Aujourd'hui, nous avons perdu un grand nombre d'entreprises dans le BTP. Nous avons perdu 2000 salariés dans le BTP.
Mais on évoquait le PEI tout à l'heure. Vous aviez affirmé, vous-même, dans une interview à Corse ce matin, c'était en décembre 2016, que les entreprises corses n'avaient pas la compétence nécessaire pour certains grands travaux. Mais alors là, il y a quand même un problème. Pourquoi il n'y a pas une mutualisation des moyens? Pourquoi il n'y a pas un regroupement d'entreprises? Mais il y a un regroupement d'entreprises. Mais je vais vous prendre l'exemple de la centrale du Vaggio. Aujourd'hui, il y a certains travaux qui sont très spécifiques que les entreprises corses n'ont pas. Cette compétence-là, certaines entreprises ne les ont pas. Donc là, nous sommes obligés de faire appel à des entreprises continentales ou européennes. On le voit sur l'hôpital d'Ajaccio. L'hôpital d'Ajaccio, il y a un appel d'offres qui a été lancé. Vous avez des entreprises de Corse. Des entreprises corses qui sous-traitent. Vous avez des entreprises corses qui ont mutualisé leurs moyens pour pouvoir répondre à cet appel d'offres. Et malheureusement, c'est une entreprise italienne qui a été retenue. Et qui aujourd'hui fait travailler des sous-traitants corses. Et on sait très bien que quand c'est des sous-traitants qui travaillent, ils sont obligés de baisser leur prix pour pouvoir être retenus, ils baissent leur marge et ils se mettent en danger économiquement parlant. Justement, par rapport à la réponse aux appels d'offres, est-ce que tous les obstacles sont levés pour faire en sorte que des entreprises corses se regroupent pour répondre à ces appels d'offres? On savait que c'était pas toujours possible, et ça a d'ailleurs entraîné parfois le fait que le marché était attribué à une entreprise venant du continent et qui présentait l'ensemble des... Vous pouvez aujourd'hui, dans un marché de grosses œuvres, allier toutes les entreprises corses pour répondre d'une seule voix au marché ou non? Toutes les entreprises corses, non évidemment, mais certaines entreprises, en complétant de corps de métier par corps de métier, répondent aujourd'hui à certains appels d'offres. Il n'y a plus d'obstacles. Plus d'obstacles. Après, vous savez, c'est les obstacles des chefs d'entreprise. Il faut que les chefs d'entreprise prennent conscience qu'il faut qu'à un moment donné, ils mutualisent leurs moyens pour pouvoir être plus forts face à la concurrence européenne ou française. Et vous êtes partisan que l'on privilégie les entreprises corses pour les travaux qui se déroulent ici? Écoutez, en tant que président du MEDEFOR, évidemment, je suis partisan. Je crois qu'aujourd'hui, tout en étant dans les cadres juridiques et dans la loi, il faut faire en sorte de privilégier les entreprises corses. L'économie corse doit rester en Corse. Mais alors pourquoi vous n'étendez pas cette démarche aux salariés? Par exemple, vous refusez de signer la charte pour l'emploi qui consiste à privilégier l'emploi local? Monsieur Albertini, je refuse, enfin le MEDEF en tous les cas, parce que c'est pas Charles Soucari personnellement qui refuse de signer la charte de l'emploi. Nous en avons discuté en bureau et en conseil d'administration du MEDEF. Le refus n'est pas par rapport à l'embauche en Corse. Parce que vous savez, le chef d'entreprise préfère embaucher, quand il a plusieurs CV, le régional de l'étape, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous n'avons pas le problème du déménagement, du logement les 6 premiers mois du contrat, le problème de la formation avec le risque que ce nouveau salarié que nous avons embauché ne s'intègre pas à la société corse. Parce que vous savez que nous avons quand même certaines particularités. Quelqu'un qui vient d'une grande ville, quand il arrive à Bastia, s'il a l'habitude d'avoir une vie sociale intense et de pouvoir sortir un petit peu le soir, vous savez très bien que Bastia n'est pas une ville très vivante, malheureusement. Elle a toujours été comme ça. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, nous priorisons bien évidemment l'emploi en Corse. Si nous n'avons pas signé la charte de l'emploi, c'est pour 2 raisons principales. Parce que sur cette charte, c'est les marchés embauchent à compétences suffisantes et non pas à compétences égales. Donc je pense que c'est un premier problème. Et ensuite, c'était l'obligation du Corse dans l'entreprise. Moi, en tant que chef d'entreprise, je préfère former mes salariés à leur métier, afin qu'ils soient plus à l'aise dans leur métier, qu'ils apportent plus de compétitivité à l'entreprise, plutôt que de les former en Corse. Pourquoi les entreprises font-elles appel de façon assez importante, en particulier dans le BTP, aux travailleurs détachés? Ben vous savez, on parlait tout à l'heure des 3680 postes non pourvus. Il y en a beaucoup dans le bâtiment, mais il y en a aussi, et c'est plus étonnant, dans des agents de maîtrise commerciaux, vous y trouvez aussi des ingénieurs du BTP. Donc les entreprises font appel à de la main-d'œuvre du continent ou de la main-d'œuvre détachée parce qu'elles n'arrivent pas à trouver la main-d'œuvre sur la Corse. Et les payent moins cher aussi? Pas parce qu'elle les paye moins cher, parce que très souvent, quand on est dans le cadre de la loi, on les paye le même prix. Mais par contre, on a un gros problème pour trouver de la main-d'œuvre pour le bâtiment en Corse. C'est un problème national d'ailleurs. Il y a les mêmes difficultés pour un autre moteur de l'économie locale qui est le tourisme. Parce qu'on le voit dans les offres qui sont non pourvues, beaucoup émanent de la restauration, de l'hôtellerie, de ce secteur-là. Comment on peut expliquer ça? En fait, il y a ces 2 locomotives-là que sont le tourisme et que sont le bâtiment, mais voilà, il n'y a pas la main-d'œuvre sur le territoire.
Tu sais, il n'y a pas que l'hôtellerie. Moi, je vois, aujourd'hui, je recherche des femmes d'entretien, j'en trouve pas. Donc il y a un gros problème sur la Corse, sur certains emplois. Après, bien évidemment, on dit toujours que ce ne sont pas des emplois qualifiés. Tout à fait, parce que les chefs d'entreprise payent mal. Mais vous savez, quand vous comparez les salaires de la Corse aux salaires du continent, on n'est pas, il n'y a pas un écart si significatif que ça. De 20% moins élevé encore, ça. Écoutez, moi, quand je compare les salaires de mes salariés avec des salariés dans la même branche avec le continent, on n'a pas un écart de 20%. De façon globale, quoi. Alors venons-en au choix économique de façon plus générale. Au mois de novembre dernier, on a inauguré à Ajaccio un vaste complexe commercial qui regroupe plusieurs dizaines d'enseignes, qui a créé des centaines d'emplois, mais qui développe une activité concurrentielle au commerce de centre-ville, qui contribue aussi à vider ce dernier. On se demande d'ailleurs également quelle est la viabilité économique, d'autant plus qu'un autre projet quasiment aussi important va voir le jour dans quelques mois. Quel regard vous portez sur ce type de développement ? Écoutez, le regard que je porte, je crois qu'aujourd'hui, c'est le consommateur qui choisit s'il va aller consommer. C'est un développement qui suit le développement qu'on peut avoir au niveau national, de grands centres commerciaux, car le consommateur aujourd'hui... C'est pas tout à fait exact. Sur le continent, on a le sentiment qu'il y a... Si vous prenez l'exemple des grandes enseignes, ils font machine arrière. Carrefour perd de l'argent. Mais Carrefour perd de l'argent parce que Carrefour n'a pas réussi à prendre le virage du numérique. Carrefour, si vous voulez, a peut-être fait, vous parliez tout à l'heure des erreurs stratégiques des chefs d'entreprise, le groupe Carrefour a peut-être fait certaines erreurs qui l'ont amené à cette situation aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas suivi l'évolution du numérique. Aujourd'hui, vous savez, le consommateur a envie de plusieurs choses. D'abord, il veut la simplicité. Il veut pouvoir se garer facilement. Il veut ne pas payer le parking et il veut pouvoir trouver sur un même site une offre globale. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ces grands centres commerciaux, c'est ce qu'ils offrent aux consommateurs. Il y en a beaucoup qui ferment sur le continent, notamment à Perpignan. Il y a de grands centres qui ont fermé leurs portes. Faute de clients, les gens préfèrent le commerce de proximité. Il y a un retour en tout cas. Mais il y a certainement un retour sur le commerce de proximité, puisqu'on voit les grandes marques nationales qui aujourd'hui se retournent de plus en plus vers la ville. Mais c'est quand les gens veulent faire leurs courses, qu'on appelle la course d'appoint. Par contre, quand ils vont faire leurs grandes courses, passer certains le samedi en famille, beaucoup aiment aller sur ces grands centres commerciaux parce qu'ils trouvent beaucoup d'offres. Après, aujourd'hui, il est certain qu'on parle du commerce de proximité et du commerce de ville. Je crois qu'aujourd'hui, le commerce de ville doit peut-être se réorganiser, travailler en association pour pouvoir offrir des activités dans la ville, pour pouvoir réattirer le consommateur. Comment expliquez-vous, pour revenir sur ce grand projet ajaccien, à l'Atrium, Auchan, pour ne pas le citer, on a parlé de centaines d'embauches, encore ce matin d'ailleurs, que le chômage augmente malgré tout, et notamment dans la région ajaccienne? Je n'ai pas une explication à tout, malheureusement, si vous voulez. C'est vrai qu'on parle de 3000 emplois quand les deux grands centres commerciaux seront ouverts. Après, il y a d'autres secteurs qui sont en crise et qui doivent... Est-ce que ça veut dire aussi qu'on crée des emplois d'un côté, on en détruit de l'autre? Il n'est pas prouvé, et c'est ce que disait d'ailleurs lors de la rentrée du tribunal de commerce, M. Benet, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio, qu'il y a des commerces qui ferment aujourd'hui. Donc il va falloir malheureusement attendre, mais comme je le redis, le commerce de proximité doit aujourd'hui se réorganiser. Vous savez, quand on voit les grandes enseignes arriver, aujourd'hui les achats Internet augmentent de 40%. Mais moi, je préfère voir certaines enseignes arriver qui vont créer de l'emploi et qui vont permettre, si vous voulez, de peut-être diminuer un petit peu ces achats sur Internet. Parce que souvent, moi en tous les cas, le consommateur que je suis, je préfère aller et pouvoir voir l'achat que je vais faire, le toucher, plutôt que de consommer sur Internet. Donc il est vrai qu'on voit d'un très mauvais œil ces grandes enseignes, mais il ne faut pas oublier que très souvent, c'est des chefs d'entreprise corses qui sont à la tête de ces enseignes, c'est des salariés corses qui sont dans ces enseignes, et j'ose espérer que ça permettra de diminuer significativement les achats qui sont faits sur Internet, qui, je rappelle, aujourd'hui, augmentent de 40% par an. Vous pensez vous pensez que c'est viable économiquement, ce genre de grands centres commerciaux, en sachant qu'il y a déjà, pas de la même ampleur, 4 hyper sur Ajaccio pour une population qui avoisine les 70 000 habitants, écoutez, pas beaucoup plus. Je crois qu'à la tête de ces entreprises, il y a des chefs d'entreprise reconnus, il y a des banques qui ont financé, donc je pense qu'ils ont dû faire certainement un business plan qui doit tenir la route et qui devrait être rentable. Alors, autre aspect de ce développement New Look, pour la Corse en tout cas, ça vous concerne directement, puisque je crois que vous êtes membre de ce consortium d'entrepreneurs, transport, les déchets, la BTP, la grande distribution, demain la presse.
c'est une volonté monopolistique très claire. Pas du tout, je crois pas. Écoutez, d'abord, nous sommes 15 chefs d'entreprise au sein de CM Holding. Chacun a ses sociétés. Après, nous avons fait un regroupement pour racheter la compagnie Corsica Linea. Aujourd'hui, ce consortium s'est positionné pour le rachat de Corse Matin. Il n'y a aucune volonté de monopole, pas du tout. Quand même. Écoutez, il y a aussi dans le BTP un certain nombre d'entrepreneurs où après, un tas de petites entreprises sont rachetées. Vous savez, vu le nombre d'entreprises qu'il y a en Corse, hein, il y a quand même 40 000 entreprises en Corse. D'ici à avoir un monopole, je crois qu'il va falloir qu'on rachète encore beaucoup d'entreprises. Et vous monopolisez les secteurs clés, les transports, la grande distribution, demain la presse. On ne les monopolise pas, puisqu'il y a de la concurrence. Après, nous sommes là dans un métier... La concurrence, ben, si vous prenez la grande distribution, vous avez Géant, vous avez Carrefour, vous avez les Super U. Si vous prenez le BTP, je ne crois pas je crois qu'il y a d'autres acteurs importants du BTP sur la Corse que ceux qui sont au sein de CM Holding. C'est un ensemble de chefs d'entreprise qui se sont regroupés pour une chose, c'était racheter la compagnie afin de pouvoir garder les emplois en Corse, ramener l'économie en Corse, ramener le siège social en Corse. Aujourd'hui, la logique que nous avons sur la presse et sur le journal, c'est la même logique. Plutôt qu'il y ait un risque de liquidation, parce que c'est ce qu'on entendait à un moment donné, plutôt que les emplois partent sur le continent, ben nous avons décidé de nous regrouper et de pouvoir garder les emplois en Corse. On ne va quand même pas nous reprocher de vouloir garder des emplois en Corse. Le fait d'effacer ou de diminuer toute concurrence, est-ce que ça ne va pas porter préjudice à un moment donné aux consommateurs? Parce que s'il n'y a plus de concurrence, les prix, on sait très bien ce qu'ils vont devenir. Hein. Votre question, pour moi, est non avenue, puisqu'il n'y a pas de monopole, donc il continue à y avoir de la concurrence. Donc, non, pour moi, vous... Mais vous devenez très puissant, anormalement puissant à un moment donné. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour la Corse? Vous imposez un modèle de développement? On n'impose rien du tout, Monsieur Vinciguerra. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, puisque la disparité de la composition du conseil d'administration de CM Holding, qui est de 140 entreprises, permet justement à ne pas pouvoir faire de choix qui avantageraient les uns et les autres. Ça a été le montage qui a été fait de l'entreprise, la volonté des actionnaires de l'entreprise de pouvoir avoir une disparité d'activités afin de ne pouvoir privilégier personne. Alors, disparité d'activités, il y a les transports, il y a les déchets, il y a la grande distribution. Demain, la presse, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui pourraient vous intéresser? Demain, je pense à la santé notamment. La santé, écoutez, moi je suis dans le domaine de la santé. Si demain on devait développer la santé, je développerais moi par rapport à mes entreprises. Après, il y a le développement en commun. Le journal, ça a été une opportunité parce que nous n'avons pas voulu laisser partir la presse régionale gérée par quelqu'un du continent, avec un risque de voir des emplois partir encore sur le continent. Nous allons ramener, comme nous avons fait sur la compagnie, les emplois et l'activité sur le continent. Donc je ne comprends pas comment on peut nous reprocher aujourd'hui d'être des régionalistes. Donc il y a d'autres secteurs qui vous intéressent? Pas du tout. Pas du tout. Et concernant la liberté de la presse, vous garantissez que vous ne toucherez pas à la ligne éditoriale du Corse Matin si demain vous en devenez les patrons? Écoutez, si demain on en devient le patron, on l'a déjà dit, on ne touchera pas la ligne éditoriale. C'est pas nous qui tiendrons le stylo des journalistes, pas du tout. C'est pas notre volonté. D'ailleurs, c'est le fonctionnement que nous avons sur la compagnie. Nous avons un PDG qui est Pascal Trojagne, un directeur général qui est Pierre-Antoine Villanove, qui aujourd'hui gère la compagnie. On réussit à mettre fin à 40 ans d'un fonctionnement qui n'avait pas sens. Nous sommes sur une paix sociale. Il n'y a plus de grève depuis 2 ans. Donc je crois qu'on a démontré aujourd'hui qu'on savait faire fonctionner des entreprises. Il a failli en avoir une il y a 15 jours. Monsieur Vinciguerra, ça c'est des discussions, vous savez. Il y a eu un préavis de grève. Il y a eu un préavis de grève, mais il n'y a pas eu de grève. On comprend bien l'intérêt d'investir dans les transports maritimes, dans les déchets, dans la grande distribution. Il y a de l'argent, vous pouvez faire des bénéfices conséquents. Dans la presse, c'est quand même moins évident. Pourquoi le choix de la presse? Monsieur Vinciguerra, c'est lui, Vinciguerra. Monsieur Albertini, excusez-moi. Ce qui vous démontre qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas pas... anodin. Non, mais nous ne voulons pas que le journal
puisse partir à une entreprise continentale. Nous souhaitons que le journal reste en Corse. On ne peut pas quand même nous reprocher cette volonté de ramener des emplois sur la Corse, parce qu'il y a des salariés qui sont à la Provence, qui vont venir salariés sur la Corse, et nous sommes partis du principe qu'il valait mieux que cette entreprise régionale reste sur la Corse. D'accord. Et Corse Matin pourra écrire des articles, y compris critiques, sur la compagnie corsicaline, si le Mais besoin certainement, s'en fait. s'il y a une critique à faire, il faudra qu'elle soit faite. Eh bien, on arrive à la fin de cette première partie d'émission. C'est l'heure maintenant du Contrabuntu, ce mini-débat contradictoire avec un interlocuteur qui est aujourd'hui un syndicaliste, responsable du STC et nouveau président du tribunal des prud'hommes de Bastia, Dominique Biaggi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir Bonsoir, accepté ce débat avec Charles Soukaril. Je vous ferai juste une seule recommandation. Faites des questions courtes pour qu'il puisse y avoir échange. Vous avez 10 minutes pour débattre. Bonsoir. Alors, je voudrais préciser que je me vois plutôt comme quelqu'un qui vient de débattre avec vous plutôt que d'être votre contradicteur, parce que voilà, ça n'a pas un grand intérêt. Vous êtes un chef d'entreprise, on se connaît, on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble au niveau syndical, assez souvent, bien entendu. Vous êtes aujourd'hui le représentant du MEDEF, qui en termes de représentativité est le premier syndicat employeur de l'île. Je suis un des représentants du STC, qui en termes de représentativité est le premier syndicat de salariés de l'île. Il y a quelques jours, il y a eu la mise en place des conseils des prud'hommes de Bastia et d'Ajaccio. Les deux présidences reviennent au STC, et avec ma collègue qui a été élue présidente des prud'hommes d'Ajaccio, nous avons constaté que sur les 21 postes de juges employeurs, certains n'étaient pas pourvus. Donc, est-ce que vous avez déjà là une explication là-dessus ? Alors, si vous voulez, M. Biaggi, tout d'abord, félicitations pour votre élection. Merci. Je crois que c'est votre deuxième mandat à la tête des prud'hommes. C'est ça. Donc, pour votre question, aujourd'hui, il y a eu des modifications au niveau de la mise en place des mandataires du prud'homme, des dossiers administratifs beaucoup plus lourds, un paritarisme, ce qui est très bien d'ailleurs, puisque ça fait rentrer un peu plus de femmes au prud'homme. Aujourd'hui, comme vous le dites, au niveau du MEDEF et de la CPME et de l'UDP, certains mandataires n'ont pas été retenus. Nous avons eu une réunion la semaine dernière avec les mandataires MEDEF, CPME et UDP, entre autres, pour discuter justement de cette problématique, afin de ne pas freiner le dossier. Ce que je leur ai demandé, c'est de pouvoir se partager les audiences sur lesquelles il n'y a pas de mandataire. Donc j'ose espérer que ce sera fait. Un engagement a été pris en tous les cas, afin que les dossiers ne soient pas retardés et qu'on ne prenne pas un retard, puisque je crois qu'aujourd'hui c'est 13 mois et demi à peu près d'instruction, et qu'on n'aille pas au-delà, et qu'au contraire qu'on essaye peut-être de baisser le délai, puisque les prud'hommes c'est quand même important, tant pour le salarié que pour le chef d'entreprise. Absolument. Moi, mon inquiétude, vous l'avez compris, c'était qu'on tienne les délais dans les rendus de décision, puisque derrière des décisions, il y a toujours des justiciables qui attendent, que ce soit un employeur ou un salarié, et il n'est pas acceptable que on laisse traîner plus de 2 mois des décisions, et je sais qu'en l'état des choses, si les postes ne sont pas comblés, on va avoir à un moment donné une difficulté, parce qu'on va épuiser certains juges qui vont se partager entre différentes sections. Il faut rendre des décisions, et je pense qu'il faudra trouver des solutions, parce qu'on ne peut pas laisser vacants des postes. C'est quand même assez surprenant qu'on n'ait pas réussi à trouver 21 employeurs qui veulent venir au prud'homme. Alors, vous m'avez expliqué, je sais que certains ont été retoqués, vous l'avez dit. Les 21 employeurs qui voulaient venir au prud'homme. Mmh. Le problème, si vous voulez, c'est que il y avait un dossier administratif à remplir, que certains critères que nous ne connaissons pas, malheureusement, ont fait que les mandataires n'ont pas été retenus. Alors, il y a eu une évolution, puisqu'on nous avait dit au départ, quand nous avions posé les candidatures, qu'il n'y aurait pas de séance de rattrapage. Mais je crois que ce n'est pas que la Corse qui a eu cette problématique-là. Je pense que c'est une problématique nationale. Donc le ministère a rouvert une possibilité de dépôt de dossier pour le premier trimestre. Mais la difficulté, c'est que, ne sachant pas pourquoi nos mandataires n'ont pas été retenus, nous allons être très certainement obligés de trouver de nouveaux mandataires. Comme vous le dites tout à l'heure, il ne faudra pas qu'ils s'épuisent, que les autres s'épuisent, parce que nous avons eu un mandat là, très précédent, long, qui je crois était très long, 9 ans. Oui. Je crois que ça a été le mandat le plus long qui ait pu exister, absolument. Donc, j'ose espérer qu'au mois d'avril au plus tard, cette situation sera réglée. Okay. Pour finir là-dessus, mon inquiétude, c'est qu'on sait que les prud'hommes sont dans la ligne de mire à un moment donné des différents gouvernements, qu'on voudrait les supprimer. Il ne faudrait pas que nous, on donne le bâton pour se faire battre et qu'on soit mauvais dans la rendue de décision.
Je voudrais aborder avec vous un nouveau sujet qui a été abordé tout à l'heure par les journalistes. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vous le disais, le STC, en Corse, c'est à peu près 60% de représentativité dans le privé. Donc on peut dire que lorsqu'il y a des élections professionnelles, 60% des votants se portent vers les listes STC parce que ils estiment que les valeurs que nous prenons, que nous défendons, ils se reconnaissent en elles. Et un des chevals de bataille du STC, vous avez compris ma question déjà, c'est sur la corsisation des emplois. Le président de l'Assemblée de Corse a mis au point, écrit une charte de l'emploi local qu'il a voulu, je pense, justement très minimaliste et édulcorée pour qu'elle soit fédératrice. Mais aujourd'hui, vous refusez de la signer. Est-ce que c'est pas un peu à contre-courant aujourd'hui? Derrière, j'entends votre discours où, et là je suis d'accord avec vous, où quand on dit qu'on doit privilégier toutes les entreprises de Corse pour travailler en Corse, que c'est bien que les entreprises en Corse restent Corse. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de ne pas vouloir signer cette charte n'est pas un peu un combat d'arrière-garde? Alors je ne pense pas du tout, M. Biage, que ce soit un combat d'arrière-garde. La charte de l'emploi, nous avons été, nous aussi, interrogés par le président Talamogne pour la rédaction. Nous sommes, au niveau du MEDEF, nous représentons 800 adhérents aujourd'hui. La décision de ne pas la signer a été mûrement réfléchie. Quand nous avons discuté avec le président Talamogne, nous avions demandé à ce que 2 points soient revus, qui nous paraît essentiel. Tout d'abord, c'est l'embauche à compétence suffisante. C'est à compétence égale, M. Biage. Si vous permettez, parce qu'on est un petit peu à l'origine de cette demande, parce que je crois qu'il y a une incompréhension entre vous et nous sur la compétence suffisante. Mais on l'a bien compris, parce que pour nous, la compétence suffisante... M. Talamogne nous avait expliqué. Mais pour nous, la compétence suffisante, c'est simplement de dire, demain, j'ai besoin d'un aide-soignant. La compétence suffisante, c'est qu'il ait le diplôme d'état d'aide-soignant. On a bien compris. Ça permet d'ouvrir la porte à tous les jeunes Corses qui peuvent venir travailler. Par contre, quand on parle de compétences égales, on peut décider que, pour travailler dans un établissement de santé, pour être embauché, il faut le diplôme des soignants et parler mandarin. Et ça, c'est la compétence égale. Mais le mandarin ne sert à rien dans ces cas-là. C'est juste pour écarter des gens et pas pouvoir postuler. Le Corse, c'est une évidence pour nous, puisque nous sommes pour la co-officialité. Donc, c'est sur cette notion de compétence suffisante où je n'arrive pas à comprendre qu'elle soit. Parce que ça veut dire que derrière, si j'entends ce que vous dites, vous ne voulez pas vous priver d'embaucher des gens surqualifiés ou surdiplômés sur les emplois basiques. Mais à partir de là, il faudrait donc les payer beaucoup plus cher. C'est pas ça, monsieur Biage. Beaucoup mieux. Si je peux me permettre de vous répondre. Mais si je vous pose la question, c'est que je vais me répondre, bien entendu. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, pourquoi il y a une problématique pour nous sur la compétence suffisante? C'est qu'aujourd'hui, d'abord, il va falloir faire une définition très claire du poste, pour qu'il n'y ait pas possibilité de discussion. Ça, c'est une fiche de poste normale, classique, obligatoire. Encore un peu plus, si vous voulez. Parce qu'il va falloir qu'on définisse réellement le poste, les contours du poste, etc. Et la qualification. Parce que sur une fiche de poste, très souvent, on met les fonctions qu'il va avoir, le travail qu'il va y faire, mais peut-être pas la compétence diplôme. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que la compétence suffisante va nous amener des discussions dans l'entreprise. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Si j'embauche un homme d'entretien, que à 1 an ou 2 ans, je veux faire une évolution sur mon établissement d'électromécanique, et j'aurai besoin d'un électromécanicien. Pourquoi vais-je me priver? Parce qu'au moment T où je vais embaucher, je cherche un homme d'entretien. Il va falloir que je justifie après le pourquoi, du comment, du souhait que je veux embaucher quelqu'un d'un peu plus compétent par rapport au poste que je demande au moment. D'accord? Donc, c'est cette problématique-là, nous, on ne peut pas l'accepter. Sincèrement, je n'ai pas vraiment compris votre réponse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ne pas être d'accord avec la majorité des travailleurs de ce pays qui se reconnaissent dans ces idées... la majorité des travailleurs de ce pays syndiqués, M. Biage. Qui votent. Non, qui votent. Non, pas syndiqués. Qui votent lors des élections. Non. Qui votent lors des élections professionnelles. La charte de l'emploi. Il n'y a pas que des syndiqués qui votent les STC. Sinon, ce serait merveilleux. Si je ne me trompe pas, si vous voulez, il y a 44 entreprises qui ont signé la charte. Il y avait une cinquantaine d'entreprises, voilà, je n'ai pas les chiffres exacts. Il y a 40 000 entreprises en Corse. Oui, il y en a 44 qui ont signé. Oui, il y en a 44 importantes. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit utile de signer la charte d'emploi pour la Corse pour embaucher en Corse. Vous me connaissez, vous savez que nous embauchons en Corse. D'accord? Oui. Nous embauchons prioritairement en Corse. Vous avez entendu l'explication que j'ai donnée tout à l'heure. J'ai entendu. Aujourd'hui, je préfère embaucher le régional de l'étape
Moi, vous savez, je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, il y a certains achats que je pourrais faire sur le continent, sur lesquels je ferai des économies, et je continue à acheter en Corse, parce que je pense que mon devoir de chef d'entreprise, c'est de travailler avec la Corse. Donc, autant sur mes achats que sur mon personnel, j'embauche en Corse. Oui. À 99%, j'embauche en Corse. Si je vais embaucher sur le continent, c'est parce que malheureusement, je ne trouve pas les compétences. Alors après, ne pas trouver les compétences ici, oui. Très vite. Oui. Alors très vite, juste pour revenir sur les ordonnances de la Macron, ce que vous avez parlé, le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement sans cause réelle sérieuse, c'était une demande du MEDEF au niveau national. Aujourd'hui, on voit que bon, ça apporte pas grand-chose puisque la Cour de cassation est déjà en train de remettre en cause ces ordonnances-là. Moi, j'ai une question, parce que lorsqu'il y a un jugement, il y a toujours 2 juges employeurs et 2 juges salariés au prud'homme. Est-ce que c'était une remise en cause de la confiance qu'on pouvait avoir dans les juges employeurs? Parce que moi, je ne connais pas un juge employeur qui est condamné à tort à un autre employeur. Donc ce plafonnement, est-ce que c'est pas fait justement pour les patrons voyous qui ont de l'argent? Je ne crois pas d'ailleurs. Je vous remercie de votre article hier où vous reconnaissez que le patron voyou, c'est des cas infimes. Je crois que c'est très bien de le souligner et que ce soit un syndicaliste salarié qui le souligne. Je vous en remercie parce que c'est important. Tout à fait, mais je crois que vous avez beaucoup de courage. Donc si vous voulez, le plafonnement permet de pouvoir avoir, selon les conseils des prud'hommes, un petit peu la même règle. Parce que quand sur un conseiller prud'homme, le chef d'entreprise est condamné à 100 000 euros et que dans une autre chambre prud'homale, la même situation, c'est 20 000. En fonction du préjudice, c'est jamais la même situation. Juridique, c'est jamais pas vrai. Vous pouvez avoir des sommes différentes pour un problème qui est quasiment le même. Charles Soucari. Merci, M. Biaggi. Merci à vous. Bien, M. Biaggi, merci d'avoir participé à ce contrapunto. Mes 2 confrères maintenant regagnent leur place. Et pour la 3e partie, le débriefing. Et comme à l'accoutumée ces derniers temps, c'est Patrick Vinciguerra qui entame qui nous livre son analyse. Alors moi, ce que je retiens de cette émission avec Charles Soucarel, c'est un patronat insulaire qui a vraiment beaucoup de mal à assumer ses responsabilités, sa part de responsabilité dans l'augmentation du chômage en Corse, dans la situation économique, un MEDEF qui ne cesse de plaider pour plus de diminution de charges, plus d'avantages fiscaux, pourquoi pas, après tout, je ne suis pas contre, plus de souplesse, plus de flexibilité, mais où sont les contreparties en matière d'emploi, en matière salariale pour les travailleurs? Le CICE, le crédit impôt, compétitivité, emploi et autres avantages, ce serait tout de même quelques 100 millions d'euros par an accordés aux entreprises insulaires et le ruissellement, cher à Pierre Gattaz, on ne le voit pas, personne en profite. Même si le MEDEF met la création d'emplois au cœur de ses préoccupations, ça ne ruisselle pas beaucoup. Et puis, il y a le modèle de développement que l'on veut pour la Corse, la multiplication des grandes surfaces, des franchises, faire de l'île une vaste zone d'achalandise, miser encore et encore sur le tourisme, faire de la Corse un paradis pour touristes fortunés. Est-ce le modèle de développement que l'on veut pour nos enfants? Est-ce le modèle de développement qu'il faut pour la Corse? Sur ce débat essentiel, on entend moins le MEDEF qui est censé représenter l'ensemble des entreprises insulaires que 2 ou 3 patrons qui avancent leur pion sans rien demander à personne, ni même aux politiques d'ailleurs. Et sur ce débat, on n'entend pas le MEDEF, donc il y a pour moi un problème de visibilité de votre organisation patronale. Le consortium de patrons auquel vous appartenez a, à mon sens, beaucoup plus de poids. Et puis, dernière petite remarque, le débat auquel on vient d'assister entre vous, MEDEF, et le représentant du STC, c'était un débat assez soft. On est habitué entre syndicats de salariés et syndicats de patrons à des échanges un peu plus vifs, à des oppositions un peu plus franches. Roger, ensuite vous répondez. Alors moi, je vais commencer par quelques précisions qui ont trait au débat qu'on a eu juste avant le contrapunto. Si je suis pas intervenu dans le débat sur l'intérêt que porte le consortium à Corse Matin, c'est non pas parce que je craignais d'y risquer le conflit d'intérêts, mais parce que effectivement j'ai reçu et la rédaction a reçu de la part de ce futur possible nouvel actionnaire toutes les garanties en matière d'indépendance de la ligne éditoriale et d'indépendance de la rédaction. Je souhaitais le préciser tout simplement pour clore peut-être ce débat-là. Donc je ne parlais pas tellement du chef d'entreprise en ce qui vous concerne, mais plutôt du patron du MEDEF.
et du numéro d'équilibriste qui doit être le vôtre pour défendre des intérêts aussi contradictoires et aussi divers quand on observe la palette des entreprises qui est celle de la Corse, hein, avec des TPE qui sont l'essentiel de ce tissu économique, des grandes entreprises qui sont plus rares et parfois même des consortiums d'entreprises. On l'a vu tout à l'heure. Alors, moi, je me posais la question, comment assurer pleinement ce grand écart dans la défense des intérêts face au pouvoir public? Comment ajuster les mesures, notamment les mesures d'ordre social et fiscal, parce que c'est pas la même chose de défendre, je pense, une TPE qu'une grande entreprise. Et comment aussi avancer dans des discussions avec la collectivité, avec l'État, quand le terrain est aussi divers. Et je me posais une question parce que j'ai senti tout de même cette volonté, c'était quel doit être le niveau d'implication des chefs d'entreprise aujourd'hui. Je crois que vous y apportez en partie une réponse dans ce qu'on tente vainement depuis des années d'établir sur ce territoire, à savoir un schéma de développement cohérent et surtout agile, c'est-à-dire que avec des résultats immédiats, parce que c'est vrai que PEI, on en parle depuis plus d'une décennie maintenant, les effets, chacun peut en juger, les mesures d'État qui ont été prises sur des entreprises, voire même parfois de la collectivité. On a parlé d'une convention entre l'ADEC et la Banque de France qui vient d'être signée tout récemment. Je me dis quelle est la place du chef d'entreprise pour faire en sorte que cet argent public qui est important, eh bien, il se traduise sur le terrain par des actes et par des concrétisations, par des réalisations. Alors Charles Tsoukaï, vous répondez à Patrick Vinciger et à Roger. Alors, M. Vinciger, vous savez, un chef d'entreprise est quelqu'un qui s'assume, que nous assumons tout à fait le chômage, mais on ne peut pas porter toute la responsabilité. Comme je vous ai dit, il y a une responsabilité de crise économique qui a été nationale, que nous avons pris de plein fouet, et aujourd'hui, le secteur qui a été le plus touché, c'est le BTP. Donc, s'il faut assumer, nous assumons, et j'ai toujours assumé les responsabilités que nous pouvions avoir, je les assumerai toujours. Ensuite, vous dites qu'on veut développer un tourisme fortuné, je ne sais pas où vous l'avez vu. Dans vos propositions. Dans nos propositions, c'est d'adapter, enfin réussir. Ce que vous avez adressé aux candidats à l'élection territoriale de décembre dernier. D'adapter l'offre touristique aux demandes. Aujourd'hui, d'adapter, c'est à tous les niveaux. C'est que ce soit... Pourquoi pas du camping aux 4 ou 5 étoiles. Je dis structurer l'offre touristique pour une clientèle toujours plus exigeante. Bon, moi, je comprends, toujours plus fortunée. Hein, excusez-moi. Oui, mais vous comprenez parce que vous voulez comprendre de cette manière-là. Moi, quand je comprends plus exigeante, c'est parce que aujourd'hui, la clientèle, que ce soit une clientèle fortunée ou non, est de plus en plus exigeante sur le service qu'elle veut avoir. Confère les campings aujourd'hui. Avant, les campings, c'était une tente à même le sol. Aujourd'hui, les campings, c'est des mobil-homes avec la clim, avec les sanitaires et avec un ensemble de services autour. Donc, vous déformez à votre manière ce que nous demandons et que nous demandons pour le plus large public possible. Donc, le tourisme que nous développons aujourd'hui, c'est d'adapter le tourisme aux touristes, et qu'il soit un touriste fortuné ou pas. Nous ne sommes pas sectaires. Ensuite, vous parliez de Gattaz, du CICE. Le CICE a eu un effet levier, puisque malgré tout, 600 000 emplois ont été créés. Mais quand nous avons demandé au niveau du MEDEF la mise en place de mesures fiscales allégées, nous avons demandé d'autres dispositions avec. Vous savez, c'est pas parce que on adapte certaines mesures fiscales que tout de suite ça va faire un effet levier. Il faut d'abord qu'il y ait la confiance qui soit remise en place aujourd'hui, la confiance dans l'avenir. Le chef d'entreprise, pour investir, a besoin de confiance dans l'avenir, a besoin d'avoir une lisibilité, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, la lisibilité, sur les charges qu'il va avoir. Vous savez, dans beaucoup de pays européens, quand il y a une modification fiscale, elle est pérenne pour 5 ans. En France, vous parliez du CICE, aujourd'hui, quand il a été mis en place, il n'est pas mis de manière pérenne, puisqu'aujourd'hui, le CICE va être diminué de 7 à 6%. Comment vous voulez... Parce que les résultats ne sont pas suffisants, parce que les contreparties ne sont pas parce suffisantes. Que les résultats ne sont pas suffisants, parce qu'aujourd'hui, on veut mettre en face une baisse de charges sociales qui va diminuer les effets du CICE. C'est pas parce que c'est pas suffisant, pas du tout. Donc aujourd'hui, nous sommes la fiscalité de l'entreprise va encore augmenter. Nous avons une fiscalité aussi locale qui augmente, ce qui fait une baisse de compétitivité des entreprises et une difficulté à croire en l'avenir.
On arrive en fin d'émission. Juste une question. Il y a quelques semaines, sur ce plateau, Jean-Félix Akoye va réaffirmer la volonté de la collectivité territoriale de mettre en œuvre cette fameuse compagnie régionale. Bon, on n'en distingue pas vraiment les contours aujourd'hui. Comment est-ce que vous appréhendez cette démarche? Est-ce que ça va vous inciter à modifier votre stratégie de transporteur maritime? Écoutez, nous voyons cette démarche très sereinement. Nous attendons tout d'abord de savoir quels sont les contours juridiques qui sont très importants, que ce soit en conformité avec les demandes européennes, et ensuite nous verrons selon le cahier des charges, selon, comme je vous disais, le contour juridique de cette nouvelle, c'est ce nouveau dispositif, de voir si nous choisirons d'y rentrer ou pas. Depuis que vous avez pris en charge les transports maritimes, Corsigaline a fait baisser les prix des transports pour les passagers? Tout à fait. Écoutez, le fret a baissé de 45 à 40 euros. Les passagers, il y a une baisse qui a été faite. Aujourd'hui... C'est remis en cause la baisse dans le fret par notamment des responsables des transporteurs. Notamment M. Maurice, qui dit que ce n'est pas vrai. Vous avez des prix au mètre linéaire qui était de 45 euros, qui a baissé à 40 euros. Et après, vous avez la contribution combustible. Quand nous avons repris la compagnie, la tonne de combustible était à 190 euros. Elle est aujourd'hui à plus de 380 euros. Donc, vous voyez la différence. Et cet écart a été rajouté sur le prix des 40 euros, ce qui fait que peut-être les transporteurs voient un peu moins la baisse. Pour le passager, aujourd'hui, nous sommes dans une logique de développement d'avant-saison et d'après-saison, avec des offres promotionnelles. Nous avons mis ce qui n'a jamais été fait auparavant, une carte d'abonnés qui permettra d'avoir divers avantages selon le nombre de traversées qui seront faits par les passagers. Il y a moins d'une minute, juste une dernière question. Faut-il un nouveau port à Bastia? Qui doit le financer? Écoutez, je pense que la question... Est-ce que le consortium pourrait y être partie prenante encore? Pas du tout. Le consortium ne sera pas partie prenante dans le nouveau port. Par contre, il est très important aujourd'hui qu'il y ait un nouveau port qui soit fait. Après, que ce soit le port de la Carbonite ou qu'on redéveloppe le port de Bastia, je ne sais pas. Vous savez qu'aujourd'hui, on fonctionne sur un port de manière dérogatoire. Si demain il y a un problème sur ce port, on pourrait fermer la porte d'entrée de la Corse, qui est Bastia, parce que c'est là où nous avons le plus de passagers et le plus de fret. Et je n'ose imaginer, si demain il y avait un problème sur le port, si ce port fermait, dans quelle situation nous nous retrouverions? Bien, Charles Soukaril, ce sera là votre mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Ne bougez pas, Roger, Patrick, merci à vous également. On se retrouve maintenant la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera le procureur général de Bastia, Franck Rassoul. Intanto, buona settimana, buonasera a tutti. Ne bougez pas.